comment monétiser son talent, comment savoir qu'on a un savoir-faire qui peut plaire et qu'on peut même gagner de l'argent avec. Écoute, aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la spécialiste de la chose. C'est Mylène Flicka, la fondatrice de la plateforme Irao. Irao, c'est une plateforme qui aujourd'hui a des programmes éducatifs pratiques pour accompagner des talents, des passionnés, mais également des professionnels sur leur savoir-faire pour pouvoir les monétiser. Suis cette interview jusqu'au bout, c'est des pépites que nous partage Mylène, mais également elle revient sur sa vie personnelle, sur son parcours et de comment elle a créé Irao, de comment elle a démarré les choses depuis un tout petit pays comme le Bénin, très jeune. C'est vraiment une interview passionnante, on ne voit pas le temps passer et je t'invite à prendre des notes, à prendre un carnet de notes et surtout à la fin de me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Aboudogbé, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement principalement vers le continent africain. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dans ce tout petit livret, tu vas retrouver une checklist complète de l'investisseur africain, les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également un plan d'action concret que tu peux suivre pour implémenter tes business en Afrique. J'ai également rajouté 10 idées bonus que tu peux implémenter aujourd'hui si tu veux commencer tes business sur le continent. Salut à toi, aujourd'hui nous sommes à la rencontre de celle qu'on appelle la chasseuse de talent. Celle qui, malgré son jeune âge, a décidé d'entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, on est ensemble pour comprendre un peu son parcours. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Bonjour Ariel, je vais très bien et toi? Ça va très très bien, très très bien. Alors, ma première question Mylène, c'est de comprendre un peu d'où viens-tu, ton enfance, tes études, dans quel contexte tu as grandi, tu sais? Parce que j'ai l'habitude de lire sur les entrepreneurs, et en général, ils font l'exercice de voir si dans le passé, si dans leur enfance, il y a quelque chose qui les prédestinait un peu à l'entrepreneuriat, tu vois. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as fait cet exercice-là? Alors, j'y pense pas vraiment, pour tout avouer, D'accord, parce que pour moi, l'entrepreneuriat n'a jamais été un rêve en soi. d'accord, J'ai grandi dans une famille où mon père, il était colonel de la douane, ma mère était commerçante, et particulièrement, ma mère aimait vraiment nous demander de venir à la boutique l'aider. Et à chaque fois qu'elle me demandait, moi, je préférais être dans mes livres et je lui disais tout le temps, j'ai pas la fibre commerciale, maman. Donc, c'est un peu une surprise pour moi de me retrouver quelques années plus tard à lancer un business et tout. Donc, j'étais même pas partie à la base pour lancer un business, c'était beaucoup plus une passion que je poursuivais et qui, justement, par la force des choses, est devenue une entreprise. ok, ok, d'accord, d'accord. Mais du coup, tu as fait tes études où, toi? Complètement au Bénin? C'était... Alors, j'ai fait toutes mes études jusqu'à la licence au Bénin et ensuite, D'accord, je suis partie faire mes MBA ailleurs. d'accord, d'accord, d'accord. En faisant un peu de recherche pour l'interview, je me suis rendu compte, alors tu me diras si c'est vrai ou c'est faux en fait, que en fait Mylène Flicka, c'est pas ton vrai nom, c'est un changement d'identité. Et je voulais savoir, déjà, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi ce changement d'identité? Pourquoi? Alors, déjà, c'est une lubie. Il faut Ok, savoir que d'accord. comme je passais énormément de temps dans les livres, je suis je vais dire qu'à un moment donné de ma vie, mes meilleurs amis étaient voilà, des personnages, des gens à qui je m'identifiais, des rôles modèles, D'accord. c'était des personnages. Et il se trouve qu'un jour, je lisais La Mare au diable de George Sand. Et après avoir lu l'histoire que j'ai trouvée vraiment formidable, je me suis demandé, mais qui est cet auteur? Je vais aller faire des recherches sur l'auteur pour me rendre compte en fait que c'était une femme. Je pensais que c'était un homme, mais c'était une femme, c'était un pseudonyme. Et donc Ah, là, c'est j'ai vraiment sympa. été émerveillée par le concept des pseudonymes. Je me suis dit, waouh, ça peut être très intéressant. Donc, quand j'ai créé mon compte Facebook, j'avais un compte Facebook avec mon nom, mais en fait, j'avais vraiment ce souci de vie privée parce que déjà, dès le départ, je me disais, j'ai pas forcément envie qu'il y ait un mélange entre ma vie privée et ce que je peux faire sur Internet. Donc, dès le moment où je me suis dit, OK, il me faut un pseudonyme,
je suis très vite tombée sur un pseudonyme, donc Mylène Fika. Et donc, je préfère que les gens m'appellent comme ça. Je n'aime même pas que les gens cherchent à savoir c'est quoi mon vrai nom. D'accord, d'accord, ok, je vois. Donc, en fait, je suis allé trop loin dans la recherche. Non, non, ça montre que tu as fait des recherches, ce qui est bien. Mais voilà, comme je t'ai dit, franchement, Hmm. beaucoup de personnes aujourd'hui me connaissent comme Mylène et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui savent ça. Et Ouais. ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Ok, d'accord, d'accord. C'était particulier. Je me suis dit, ah, ouais. En fait, je voulais juste voir si le changement d'identité venait d'autres choses, mais là, c'est très, très bien expliqué. Je comprends beaucoup maintenant pourquoi. Mylène, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez toi, c'est que quand je vois un peu ton histoire, très jeune, en fait, tu as compris quelque chose et on va en revenir. Aujourd'hui, tu as créé Irao et j'aimerais que tu expliques aux gens c'est quoi Irao. Ok. Alors déjà, Irao, c'est une plateforme éducative pour les entrepreneurs et les professionnels. C'est la première fois que je l'ai dit dans une interview parce que il y a quelques années de cela, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire, il y a quelques années de cela, Irao était une plateforme où nous allions raconter les histoires des talents africains inspirants. Mais en cours de route, on s'est rendu compte qu'en vrai, c'était pas vraiment la meilleure manière de résoudre le problème. Et du coup, c'est quoi ce problème? Le problème, c'est que nous avons une Afrique remplie de jeunes. Tout le monde connaît cette statistique qui dit que d'ici 2050, nous aurons la Ouais, plus jeune force de travail dans le monde entier. exactement. Maintenant, comment est-ce qu'on en profite? Donc, au départ, ce que je voulais, c'était, ce que je croyais naïvement, c'était qu'en inspirant les gens, en racontant les histoires de ceux qui y sont arrivés, nous allions insuffler de l'espoir et de l'inspiration, bien évidemment, dans les gens. Toutefois, je me suis rendu compte après 3 ans que, voilà, on a atteint des millions de personnes, on a raconté des histoires incroyables qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent d'inspirer des centaines de milliers de personnes, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que lorsque les gens finissent de s'inspirer, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font en fait pour réaliser leurs rêves? Comment est-ce qu'ils font pour devenir eux aussi des étoiles? Parce que Irao, ça veut dire étoile. Et donc, c'est à ce D'accord. moment-là que j'ai remarqué que la forme d'un média n'était pas du tout la meilleure forme parce que notre rôle n'était pas d'informer les gens, c'était de les transformer en étoiles. Et donc, pour cela, nous avons commencé je dirais, dès 2018, à commencer à chercher de nouvelles manières de faire. Mais malheureusement, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. La solution n'est venue qu'à partir de 2020, durant la crise du Covid de 2020, voilà, Covid-19, pardon, où nous avons découvert qu'à travers des programmes éducatifs pratiques et avec une méthode qui rassemblait les gens, les motivait, les accompagnait, on pouvait être en mesure d'avoir des résultats extraordinaires. Et quand je parle de résultats extraordinaires, ce dont je veux parler, c'est de personnes qui avaient zéro revenu, qui passent de zéro revenu à des millions de francs CFA, à des personnes qui rêvaient depuis qu'ils étaient tout jeunes de lancer leur business, de lancer leur marque et qui l'ont réalisé. Et donc, nous avons compris qu'il y avait quelque chose là parce qu'on a vu non seulement du résultat, mais aussi de l'enthousiasme. Et donc, on a pu développer cette plateforme-là à partir de fin 2020. Et aujourd'hui, on se prépare à la lancer pour le monde entier. Super, super, incroyable. Incroyable. Je comprends mieux maintenant les choses parce que quand je vois l'histoire de Irao, c'était plutôt un média, effectivement, où tu essayais d'inspirer la jeunesse africaine. Mais pourquoi vouloir inspirer les autres? Alors que toi-même, tu étais très jeune, pourquoi vouloir inspirer les gens qui sont autour de toi? Parce que, tu vois, moi, j'ai grandi et c'est bien plus tard que j'ai compris que on a besoin de rôle modèle. Enfin, moi, ça m'intrigue qu'une très jeune fille, 15 ans, qui comprend déjà qu'elle a besoin des rôles modèles africains. Moi, j'ai découvert tardivement que l'homme noir le plus riche de la planète, c'était un Africain. Pendant longtemps, je pensais que c'était un Américain. Je pensais que c'était peut-être Jay-Z ou Ja Rule ou je sais pas quoi. Tu vois? Et je trouve dommage qu'on grandisse longtemps sans savoir que ce sont des Africains qui bâtissent d'excellentes choses. Et ça, en fait, je trouve que c'est incroyable en tout cas. Mais comment toi, pourquoi vouloir inspirer les gens à ce moment, au début de Irao? Pourquoi tu voulais déjà inspirer les jeunes? Alors, je pense qu'il y a énormément de facteurs qui ont, je vais dire, déterminé ce moment-là de ma vie. Le premier facteur étant que, personnellement, j'avais toujours l'impression d'être, comment dire, une tâche. Je disais souvent que j'étais une tâche sur le tableau parce que je me sentais vraiment différente et en même temps, je ne trouvais pas toujours des gens qui me ressemblaient, qui pensaient comme moi. C'est un peu bizarre de te dire cela, mais c'est comme si
tu vivais dans un monde et tu vivais dans un monde dans le monde. Donc, au final, tu te dis, qui sont les autres dans ce monde-là? Et donc, quand je le décris, je pense un peu à, à Dragon Ball, qui allait à la recherche de cette boule de cristal. Donc, il y avait quand même cette quête-là en moi de trouver des gens qui me ressemblaient. Mais il y avait aussi le fait que quand j'étais petite, les seuls rôles modèles à m'apporter, c'était Marie-Élise Bedeau. C'est-à-dire, D'accord. tout le monde me Oui. disait, ah, tu vas devenir comme Marie-Élise Bedeau. Mais à part Marie-Élise Bedeau, il y avait qui? Personne. C'est-à-dire, c'était le seul personnage public le plus proéminent sur la scène à Cotonou, au Bénin. D'accord. Et à un moment donné, j'étais vraiment frustrée parce qu'il n'y avait plus de disponibilité de rôle modèle. Et donc, comme je te le disais, j'ai trouvé énormément de mes rôles modèles dans les livres. Et je crois que, arrivé à l'université, j'ai j'ai compris très vite que la diplomatie et les relations internationales, qui était ma filière, ne me convenaient pas. Et donc, comme je vais dire, commencé à construire une communauté sur les réseaux sociaux, j'avais un blog que les gens suivaient. J'ai commencé à m'ennuyer énormément à mon stage au ministère des Affaires étrangères. En ce moment-là, je lisais beaucoup de Nietzsche. Je lisais également Liliane Thuram, qui avait écrit Mes étoiles noires. Et d'ailleurs, drôle d'anecdote, je suis tombée sur Liliane Thuram des années après, à Paris. J'étais assise à côté de lui, on discutait. Et je me disais, mais ce gars, il est vraiment cool. Et à la fin, je disais à mon amie qui m'a amenée justement à l'endroit, ah, mais franchement, ton ami, il est vraiment cool. Et elle me dit, mais tu le connais pas? C'est Liliane Thuram. Je suis là en mode, no way! Et franchement, c'était bref, c'était vraiment un épisode très cocasse. Mais voilà, je lisais, j'ai lu Mes étoiles noires de Liliane Thuram, et comme tu le dis, ça m'a permis de voir à travers l'histoire des personnages qui étaient quand même très inspirants. Et ensuite, toujours dans cette quête je vais dire, de sens, le fait que je me rende compte, voilà, la filière à laquelle j'ai consacré 3 ans de ma vie n'est plus là où je veux être. J'ai eu par hasard, en fait, un message de Marie-Cécile Zinsou, qui est la fondatrice de la Fondation Zinsou, qui m'a dit, allez, viens visiter la Fondation. Donc, Ok. dans la période, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose pour me redonner vie. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai interviewé. Et à la fin de l'interview, j'étais tellement inspirée, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'histoires comme elle? Pourquoi est-ce que je ne la connais pas publiquement? Pourquoi les médias ne parlent pas assez d'elle? Pourquoi la plupart de la population béninoise, jeune et tout, se disent, nous les jeunes, parce que ça c'est le message qu'on entend. Moi j'ai grandi avec ce genre de message. Le message qui dit les jeunes ne sont pas sérieux, les jeunes c'est juste Mhm. pour s'amuser, Ouais. c'est la fête, tout ça. Donc il n'y avait pas de message positif dont tu pouvais t'imprégner en tant que jeune. Ouais. Et ensuite, après cette rencontre, je suis tombée sur de jeunes danseurs à la place des Martyrs à Cotonou. Et j'ai encore été plus inspirée par leur histoire. Notamment, je dirais à ce moment-là, j'ai été très émue parce que ce sont des jeunes qui se retrouvaient chaque samedi pour pratiquer leur passion, la danse, mais qui n'étaient pas reconnus par la société. C'est-à-dire Mm. qu'ils me parlaient du fait qu'ils devaient se cacher pour aller danser. Ils devaient, voilà, investir dans ce qu'ils font. Les gens n'étaient pas prêts à payer pour ce qu'ils font. Donc, j'avais énormément de talents qui faisaient des choses extraordinaires, mais qui n'avaient pas la reconnaissance de la société. Et donc, à un moment donné, tous les points se sont connectés et je me suis dit, alors, pourquoi ne pas tout simplement raconter leur histoire? Puisque ma passion, c'est l'écriture et que j'ai déjà une communauté, pourquoi ne pas justement lancer une plateforme qui raconte ces histoires-là et qui valorise ces talents-là aux yeux du monde? Et donc, Ok. le 12 novembre 2015, le premier portrait a été publié et ça a fait le buzz. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi populaire le premier jour. Et c'est à partir de là que les histoires se sont enchaînées et que la communauté d'Irao s'est finalement créée. Donc voilà, c'était une longue histoire, mais voilà un peu comment est-ce que tous les points se sont connectés pour que Irao naisse. Ok, d'accord, je vois, je vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les jeunes sont identifiés à l'inconscience et les jeunes dans ce que tu as vu devaient se cacher alors qu'ils étaient juste en train d'exprimer leur talent, parce que la société en elle-même considère ton talent ou ton côté créatif comme quelque chose de ludique, quelque chose que tu n'as pas, que tu ne peux pas monétiser. Mais comment tu identifies les talents? Comment tu te dis, ça c'est un talent que je veux bien partager aux gens, qui va inspirer les gens? Comment toi tu les identifies? Vu que on t'appelle la chasseuse de talents. Alors, il y avait des critères. Il y avait des critères de Ok. sélection. Et l'un des critères
principaux, c'était que la personne ait un talent ou une passion. Ok. Et ensuite, que la personne ait eu le courage de se lancer. Parce que c'est justement ça le point de l'histoire. C'est pas que tu as juste une passion et que tu es là et tu dis j'ai une passion, j'ai un talent. C'est tu t'es lancé dedans. La personne a eu un impact significatif sur sa communauté parce qu'elle s'est lancée, que ce soit à travers les chiffres d'affaires, que ce soit à travers le changement de mentalité qui s'en est suivi, ou encore à travers le nombre de personnes impactées tout simplement. Ensuite, un autre critère qui était très important pour moi à l'époque, c'était que la personne devait avoir moins de 30 ans. Moins de 30 ans, pourquoi? Hmm. Parce que je voulais prouver aux gens qu'on pouvait être jeune et faire de grandes choses et que la jeunesse n'était pas de facto un critère qui nous empêchait d'atteindre le succès. Parce que nous sommes Bien dans une sûr. société très gérontophile, une société Ouais. où la plupart des qualités positives sont attribuées à des personnes vieilles. Ouais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi tu verras que de nombreuses success stories que nous avons en Afrique ne sont pas des success stories de personnes âgées, pardon, de personnes jeunes. Pourquoi? Parce que de la manière dont nous pensons et de la manière dont structurellement les choses sont définies, il est très difficile pour un jeune d'atteindre les sphères d'influence, de politique ou les sphères économiques dont il a besoin pour pouvoir se développer. Donc, pour moi, c'était quand même un enjeu de taille de montrer ces personnes-là qui y arrivaient. Et enfin, un dernier critère qui continue de prévaloir jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons sauté le critère de l'âge au fil du temps. Ce dernier critère-là, c'est le critère de l'histoire. Et ça, en fait, c'est subjectif. C'est vraiment subjectif. Pour moi, il y a des personnes qui sont vraiment talentueuses, mais qui n'ont pas d'histoire. Ouais. Donc, Ouais. pour cela, en fait, nous avons créé ce dernier critère-là pour pouvoir trouver des personnes qui vont répondre à tous les critères et avoir une histoire à raconter qui, justement, va inspirer par ricochet les autres à se lancer aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Parce que les gens se connectent plus à l'histoire qu'autre, ils s'identifient beaucoup plus grâce à l'histoire. C'est très intéressant. Mais ensuite, maintenant, comment moi je sais que j'ai un talent? Comment quelqu'un peut savoir qu'il a un talent? Alors, il y a plusieurs manières de savoir qu'on a un talent et je suis des personnes qui croient que tout le monde a un talent. Malheureusement, Ensuite, beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir un talent, c'est forcément avoir un talent au sens créatif, communément accepté par les gens. Je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de créativité, les gens estiment que la créativité, c'est juste le fait de savoir danser, de savoir écrire, de savoir dessiner. Mais la créativité, c'est tout simplement savoir proposer de nouvelles manières de faire dans un cadre qui a plusieurs règles. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut toutefois, on peut en fait être créatif dans le domaine de la mathématique, dans le domaine de la finance, dans n'importe quel domaine. exactement. Ensuite, il faut aussi distinguer le talent et le médium. C'est-à-dire que mon talent aujourd'hui peut être le fait de savoir bien organiser l'espace. Donc, je peux être à travers ce talent-là, je peux être décoratrice d'intérieur, je peux également être manager, je peux être constructeur, je peux être tout en fait. Donc, les gens confondent souvent le métier et le talent. C'est-à-dire qu'un métier, c'est juste la forme à travers laquelle un talent s'exprime. Tandis Bien que sûr. le talent à lui-même, c'est la capacité, c'est l'aptitude. De ce fait, de nombreuses personnes ont des talents incroyables, mais justement parce qu'elles recherchent ce talent-là sous la forme d'un métier ou d'une créativité artistique, elles ont l'impression qu'elles n'en ont pas. Donc, je ne te connais pas, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu puisses distinguer dans tout ce que tu sais faire, ce qui t'apporte le plus de plaisir ou pas, ça dépend, ou encore ce que tu sais faire le mieux que les autres. Et en fait, cette aptitude-là, parfois, justement, peut être overlook, dans le sens où les gens, parce qu'ils ont de la facilité à faire quelque chose, considèrent de facto que cette chose n'a pas d'importance. Et justement, parce qu'ils ont de la facilité à le faire, ils vont mal considérer la difficulté de cette aptitude-là par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que j'aime écrire et que je sais écrire que cela signifie forcément que c'est facile pour les autres. Ce n'est pas parce que j'ai du goût et que je sais soit décorer un appartement, soit construire une maison, construire voilà, un appartement justement, que je dois forcément me dire « Ah, mais tout le monde sait faire ça. C'est plutôt facile. » Non, c'est facile pour toi, mais ce n'est pas facile pour les autres. Et donc, la question de la monétisation devient pertinente à partir du moment où tu as cette capacité-là et que tu es en mesure de
de la proposer pour répondre aux besoins de quelqu'un qui ne l'a pas. D'ailleurs, c'est comme ça que l'économie marche. Les Bien gens ont sûr. besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils vont sur le marché et ils trouvent des gens qui le proposent et qui ont besoin d'argent. Et c'est là, Mm. en fait, que cela se passe. C'est clair, c'est clair. Comment on passe de je veux créer un média euh, pour inspirer les jeunes à je crée une plateforme où je vends des produits numériques, il y a une newsletter, tu vois, à l'infoprenariat. C'est quelque chose que moi je trouve hallucinant. Beaucoup de gens ne connaissent même pas ces choses. Avoir des pages de vente, des tunnels de vente assez bien précis. Parce que j'ai pris un contenu, par exemple, pour lancer ma chaîne, moi j'ai pris un contenu de Irao, qui est le contenu comment créer du contenu sur Instagram, créer du contenu sur YouTube. Il y a un produit digital sur Irao que j'ai littéralement acheté pour comprendre derrière comment ça se passe, comment est-ce que c'est structuré le produit. Et j'étais très satisfait du produit. J'étais très satisfait du produit. Je me suis dit, mais comment on passe de ça à l'autre monde? Parce que à la base, et c'est vrai qu'au début, tu disais ça, que en vrai, ton rêve, c'était pas d'entreprendre, tu voulais juste partager les histoires des gens et l'entrepreneuriat est arrivé ensuite. Mais comment on passe de là de l'autre côté, quoi? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire et déjà, merci pour ton achat. Je suis très heureuse que tu aies trouvé satisfaction dans le produit. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est ça le processus. C'est ça le processus de rentabilisation. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en compte. Le premier facteur étant que j'ai lancé Irao avec ma bourse. Et mes bourses étudiantes, j'avais deux bourses à l'époque, une bourse de l'État et une bourse de la Fondation Vallée. Et j'avais trop d'argent pour mon âge. En tout cas, je ne savais pas quoi en faire. Donc, après avoir épuisé ce budget-là à acheter des livres, à acheter mon PC, mon téléphone portable, il me restait quand même assez d'argent. Et quand j'ai commencé à lancer, enfin, quand j'ai lancé Irao, c'est cet argent-là qui m'a permis justement de soutenir les charges, que ce soit les déplacements pour aller interviewer les gens, louer le matos, louer les talents justement qui vont travailler avec moi, tout ça. À un moment donné, l'argent est fini. Tu vois. Et donc, j'ai continué grâce au soutien de mes parents. Ça, je le dis toujours parce que je ne compte pas donner l'image de quelqu'un qui est parti de zéro, qui est arrivé. Je ne veux pas en fait raconter cette histoire. C'est pas moi. J'ai été privilégiée parce que j'avais une mère qui, même si elle ne comprenait pas ce que je faisais, était prête à m'envoyer du crédit pour que j'aille écrire mes trucs sur Internet. Donc ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais à un moment donné, la question de la monétisation s'est posée pour Irao également. Et au-delà de ça, il y avait aussi la question de l'équipe. C'est pas juste, je ne voulais juste pas gagner de l'argent juste pour le fait de gagner de l'argent et de soutenir les charges. C'était parce qu'il y avait une équipe qui était là, une équipe de bénévoles, justement, qui ont participé à la construction de Irao. Et à un moment donné, je me rendais bien compte que ces personnes avaient vraiment envie de le faire et elles le faisaient déjà sans prendre un franc, mais que si je voulais continuer et continuer à avoir de l'impact sur les gens, il fallait justement de l'argent. Il nous faut de l'argent pour pouvoir inspirer les gens, qu'on le veuille ou pas. Il y avait des personnes qui ne pouvaient plus se passer de Irao. C'est-à-dire quand on publiait un article, c'était ah mais Irao, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas eu d'article? Mais en fait, sortir cet article coûte de l'argent. Bien sûr. Coûte de l'argent. Donc la question économique s'est posée d'une part. Et la seconde partie, c'est de savoir si tu veux te développer, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce que je dis à tous les talents, toutes les personnes qui ont envie de se lancer. Le processus, c'est apprendre justement les choses que tu ne connais pas pour transformer ta passion en un business prospère. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, je suis le meilleur, je suis talentueux, je suis ci, je suis ça. Il faut que tu puisses apprendre les différentes compétences nécessaires à la rentabilisation. Donc, il y a le marketing, il y a le fait de savoir communiquer sur ton talent, il y a le fait de savoir tout simplement t'organiser au quotidien, il y a le fait aussi de savoir parler aux gens. Bien Donc, sûr. parler aux gens de manière interpersonnelle. Donc, toutes ces compétences-là, j'ai été obligée de les développer. Et comme je te le disais au départ, pour moi, j'ai pas de fibre commerciale. Donc, Mm. j'ai été obligée d'apprendre ça. Et c'est justement à travers ce processus d'apprentissage qu'on a pu structurer Irao, qu'on s'est rendu compte que voilà, il suffit pas d'avoir une plateforme, d'avoir des réseaux sociaux. Il faut également own, donc avoir la propriété sur des données, c'est-à-dire être plus près des gens, donc Mm. lancer une newsletter. Il faut également avoir des landing pages pour vendre. Si tu veux vendre, il faut que tu expliques aux gens ce que tu es en train de vendre, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Ça, c'est une landing page.
il faudrait également structurer nos finances. Donc, structurer nos finances, ça signifie bien fixer le prix, savoir comment défendre ses prix, savoir comment gérer l'argent, investir dans les différentes parties de l'entreprise. Donc, tout ça, ça s'est imposé à moi à un moment donné. Et parce que je voulais justement faire grandir la plateforme et continuer à aider les gens, je n'avais pas le choix. Donc, j'ai dû m'y faire tout simplement. Ok, d'accord. Super. C'est très, très bien expliqué. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui l'économie du numérique? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très étrange pour les Africains. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore l'importance de se former pour monétiser son talent, par exemple, pour avancer. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Qu'aujourd'hui, avec Internet, ce qui se passe, les métiers d'avant vont disparaître. Et il faut aller chercher d'autres choses. Et que, en fait, ces choses-là, peut-être eux, ils ont déjà ces choses-là, il faut juste se former pour pouvoir améliorer ces choses-là et le vendre au monde entier, en fait. Et qu'un Africain peut rester au fin fond du Bénin et vendre à je sais pas, un, un Cambodgien qui est à l'autre bout de la terre, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Alors, il y a une pensée qui dit, il ne faut pas chercher à expliquer par la malveillance ce que l'ignorance peut expliquer. C'est un modèle mental qui te permet, quand tu es face à une situation comme ça, de te rendre compte que les gens ne savent juste pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, personne dans ce monde à qui on dirait, ah, mais si tu fais ça, tu auras de l'argent. Personne ne refuserait cela. Le problème, c'est que nous avons énormément de gens qui ne sont pas exposés à la bonne information. Et c'était même cela qui nous a permis de grandir cette communauté de Irao, de toucher des millions de personnes. C'est parce que nous avons exposé les gens à quelque chose qu'ils ne savaient pas, à quelque chose auquel ils ne croyaient pas. Des gens ont pu voir des personnes partir de zéro, des gens dont les parents étaient pauvres, devenir l'un des meilleurs photographes du Bénin. Des gens ont pu voir des personnes qui avaient fait un métier complètement différent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont étudié. Complètement, ces gens ont fait faire, pardon, ils ont fait un, comment on dit ça déjà? Un virage de Voilà, 360. voilà, un virage à 360 degrés pour se lancer dans un domaine complètement différent et avoir de l'impact. Ils ont vu des gens qui ne savaient pas parler français faire partir des meilleurs réalisateurs d'Afrique. Et là, je te parle d'histoires que j'ai écrites, d'histoires qui sont disponibles sur Irao. Donc, déjà, nous n'avons pas beaucoup de personnes exposées à la bonne information et nous sommes malheureusement tous des êtres humains. Et donc, cela signifie que nous sommes des saint Thomas. On ne croit que ce que l'on voit. Bien sûr. Ensuite, il faut dire que ces exemples-là ont besoin d'être médiatisés. Et parce qu'il faut la médiatisation, il faut aussi dans la médiatisation une interprétation correcte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une nouvelle technologie, dans d'autres parties du monde, les gens pensent de manière différente que nous. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans d'autres parties du monde, c'est « Ah, mais en qui est-ce qu'on peut investir? Les jeunes sont en train de faire ça, il faut vraiment qu'on s'intéresse à ça. Peut-être que le prochain Facebook va sortir de là. » Et il y a tellement d'enthousiasme par rapport à ça qu'on se dit « Ok, est-ce que les gens voient les côtés négatifs? » Mais oui, dans ces régions-là, les gens voient les côtés négatifs. Il y a énormément de gens qui se disent « Mais ça, c'est encore un scam et tout ça. » Mais par contre, dans la médiatisation, on donne la voix aux deux. Chez nous, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, la peur prend le dessus. La médiatisation prend le côté de la peur. Je me rappelle il y a encore quelques années, quand les gens parlaient des réseaux sociaux, c'était tout le temps en négatif. Ah, mais les enfants sont sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils font sur WhatsApp? Ah, mais Facebook, Facebook tout le temps. Même la maman de Maureen Haïté lui disait, toi, tu passes tout ton temps sur Facebook. Aujourd'hui, elle a cette vie-là. Et voilà. Donc, il faut voir en fait le contexte dans lequel nous sommes. Ce contexte culturel qui fait que les gens n'arrivent pas à identifier aussi rapidement les opportunités que dans d'autres parties du monde. Et en termes d'infrastructure, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Bien sûr. Mais tout ça, c'est vraiment pour exposer le contexte. Je n'essaye pas de justifier ou d'expliquer le comportement des gens, mais j'essaie juste de montrer le contexte pour qu'on ne se juge pas durement et qu'on se donne le temps de devenir meilleur. Et ensuite, une chose que j'aimerais dire, c'est que c'est possible.
C'est possible d'avoir un talent et de le monétiser. C'est possible de vivre de son talent. C'est possible de vivre de sa passion. C'est possible d'être dans un petit pays que personne ne connaît et de vendre au bout du monde, de gagner son argent en dollars et de vivre comme on le souhaite grâce à son talent. C'est possible et pour y arriver, il y a non seulement des compétences à acquérir, mais il y a aussi de la passion, de la détermination et de la patience. Je n'essaye pas de vendre une drogue aux gens, tu vois, je n'essaye pas de leur vendre un rêve en leur disant, écoute, quand tu te lances, tout est facile. Non, rien n'est facile dans ce monde, Clair. sauf le fait de dormir. Et dormir n'apporte pas d'argent. Et il y a des gens où c'est difficile de dormir en plus. Et il y a des gens pour qui c'est difficile de dormir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que c'est automatiquement, que c'est ta passion, que cela devient automatiquement plus facile. La seule chose que la passion facilite, c'est le fait que quand ça devient dur, au moins tu sais pourquoi tu le fais. C'est la seule différence. Et tu n'es pas forcément obligé de monétiser quelque chose que tu aimes faire. Tu peux monétiser quelque chose que tu sais faire tout simplement. Voilà pourquoi nous disons à Irao, on parle beaucoup de talent et de savoir-faire. Et pour nous, tant que tu as envie de monétiser cela, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je tiens à dire aux gens, c'est que c'est possible, ils peuvent y arriver, mais il va falloir apprendre, il va falloir développer les bonnes compétences, il va falloir être dans le bon environnement, le bon état d'esprit, il va leur falloir beaucoup de patience. Voilà. C'est vrai. Ok, super. Surtout qu'aujourd'hui, mais pour toi, c'est quoi l'avenir du digital en Afrique aujourd'hui? Quand tu voyages un peu en Afrique et tu vois les talents, tu penses que ça va donner quoi, l'avenir du digital en Afrique? Alors, je vois le digital à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui les populations, donc la grande population, ceux qui ont juste accès à un téléphone portable, à WhatsApp et tout. Donc, tu vois en fait les inégalités économiques qui se reflètent dans l'utilisation du digital. Je trouve et j'estime que beaucoup de gens de notre génération sont privilégiés parce qu'ils ont les moyens d'acheter une connexion Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser Internet. Et d'autres personnes pour qui le digital va juste se résumer au fait d'avoir mobile money, même sur Internet. Il y a certaines personnes pour qui ce sera WhatsApp, tu vois. Donc, il y a plusieurs couches qu'il faut prendre en considération. Une chose qui est vraiment extraordinaire en Afrique, c'est que l'explosion du mobile a permis l'explosion du mobile money. Et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans le développement du digital. Tant que les gens arrivent à avoir un médium qui les interconnecte, à travers lequel ils peuvent échanger des biens et des services, nous devons avoir confiance au développement du digital. Toutefois, il y a des critères à prendre en considération. Il faudrait que nous ayons de l'investissement dans l'infrastructure, pas juste l'infrastructure Internet, mais aussi dans l'infrastructure administrative. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on interconnecte les services de sorte à ce que quelqu'un puisse acheter son électricité à travers Mobile Money? Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un qui n'est pas lettré puisse faire ses démarches administratives via Internet? Lorsque nous arrivons à permettre une adoption de technologies par la plus grande population, nous avons de l'impact. Maintenant, lorsqu'on monte un peu plus dans la couche sociale et nous allons vers des jeunes qui peuvent acheter Internet, qui peuvent vendre leurs services et leurs produits sur Internet, ce dont ces personnes-là ont besoin, c'est non seulement qu'on puisse leur donner un cadre légal qui ne les contraint pas. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'observer en Afrique, c'est que dans d'autres régions du monde, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en France, tous ces grands pays, avant que le régulateur n'étouffe juridiquement, il y avait une sorte de no man's land qui faisait que les gens pouvaient innover. Mais nous sommes... ça exprès, ouais. C'est ça. Nous sommes... En fait, c'est même pas exprès, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas comment réguler parce qu'ils ne savent pas que ça existe. D'abord, ils ne savent pas que ça existe. Ensuite, ils savent que ça existe et ils se demandent comment réguler. Donc, il y a des lois un peu bêtes qu'ils vont prendre. Oui, et enfin, ils vont trouver la meilleure manière parce qu'ils comprennent comment ça marche. Chez nous, ce qui se passe, c'est que quand nous voyons un peu le monde en différé, avant que les technologies n'arrivent chez nous, nous voyons les autres les utiliser. Et donc, nos gouvernements vont identifier peut-être l'opportunité. Il y aura des jeunes qui construisent déjà, mais la première réaction du gouvernement sera de dire comment on taxe. Donc, tout de suite, on va
on va avoir des actions politiques qui auront plus tendance à étouffer les initiatives, étouffer les innovations, que Complètement d'encourager les d'accord là-dessus. innovations. Je pense que c'était hier ou aujourd'hui que le président nigérian a signé la Startup Law. Donc, c'est une loi qui permettra l'essor des startups, leur développement et tout ça. Et là, on parle d'un pays comme le Nigeria, qui est juste à côté du Bénin, qui, en 2022, va prendre une loi pareille. Alors qu'elle aurait pu le prendre depuis des années, parce que Bien sûr. le Nigeria, c'est un pays qui a des licornes. Donc, quand on parle de licornes, on parle des entreprises qui ont été évaluées à plus de 100 millions de dollars. Oui, à plus de 1 milliard de dollars, pardon. C'est ça. Donc, ces entreprises-là ont pu croître tellement, ont pu attirer les capitaux pour qu'on puisse justement dire, ah, ces entreprises-là valent 1 milliard de dollars parce qu'elles ont tel nombre d'utilisateurs, parce qu'elles ont réussi à introduire une autre technologie, une technologie très utile sur le marché. Donc, ce que j'aimerais déjà dire ici, c'est que je ne veux pas dire qu'il faut que le gouvernement soit dans un laisser-aller pour les entreprises ou les innovations. Mais je veux juste dire que si on ne peut pas comprendre ce que les jeunes sont en train de faire, les talents et tout ça, il vaut mieux ne pas essayer de les étouffer avant qu'ils ne puissent marcher ou qu'ils ne puissent justement développer quelque chose économiquement. Totalement. Donc, au lieu d'être dans les bons discours de nous soutenons l'économie digitale et passer par derrière et étouffer les entreprises, facilitons leur la tâche. Ce sont des choses vraiment basiques. Et quand je dis basique, c'est le prix de l'Internet. C'est la capacité à avoir de l'électricité toute la journée. C'est tout simplement aller se soigner. C'est tout simplement pouvoir prendre de l'argent. Il y a des pays dans lesquels on ne peut même pas retirer de l'argent. Même si tu as été payé par le client, tu ne peux pas retirer de l'argent. Encore dans des pays en Afrique, ils n'hésitent pas à PayPal. Et ça aussi, c'est à cause des régulations. Donc, on a un tas de régulations qui n'ont pas toujours du sens et qui ne finissent par étouffer les initiatives des jeunes. Donc, s'il y a un appel à lancer, c'est vraiment ça. Encourageons les jeunes et encourageons-les, parfois dans le silence, parfois sans rien faire. Et à un moment donné, quand on a vraiment un marché qui est en train d'évoluer, qui est en train de croître, là, je pense que des solutions comme la taxation, comme une régulation plus forte peuvent s'imposer. Mais quand il n'y a encore rien du tout, étouffé, c'est ça en fait ce qui Bien sûr, peut bien sûr. Voilà. Structurellement, je pense que nos gouvernants sont très guidés par la peur dès le début. En fait, leur façon de penser, c'est si on ne met pas de cadre, ça va déborder. Mais on ne sait même pas encore ce que ça va donner dans le pays en vrai. Donc, il faut peut-être laisser, comme tu dis, l'opportunité aux jeunes de développer davantage de choses. Et après, on verra. Et c'est comme ça qu'on crée des talents. Moi, j'ai l'impression qu'un pays, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ils le font exprès. J'ai l'impression qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, laisse des choses de façon exprès pour voir jusqu'où ce truc va aller. Et ensuite, il régule. Il vérifie. Peut-être dedans, on va avoir quelqu'un qui va nous trouver une solution de quelque chose d'autre, en fait. Et c'est pour ça que je disais, c'est fait exprès. Des fois, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas. Et tu as raison de faire un appel au gouvernement là-dessus. Il faudrait qu'on laisse la créativité des jeunes Africains. J'ai une question pour toi aussi. C'est quoi le challenge des créateurs que tu rencontres? Je suppose que c'est l'une d'elles en Afrique, c'est d'être payé correctement. Quand tu parles par exemple de PayPal, où les gens ne peuvent pas recevoir de l'argent, c'est ça, c'est terrible ça. Que Tout tu à dois fait. compétir avec un Chinois ou un Indien qui est payé à la seconde de suite, son argent est déjà dans son compte, quoi. Oui, en fait, on a vraiment un problème de paiement. C'est une question dont je parle régulièrement sur Twitter, par exemple. Ouais. Malheureusement, je dirais que beaucoup de personnes n'ont conscience de ce problème-là que lorsqu'ils essayent de résoudre un autre problème. Et ce problème, OK. d'abord, c'est la rentabilisation. Les gens ne savent pas gagner de l'argent. C'est aussi Mm. simple que ça. Ils ne savent juste pas gagner de l'argent. Parce que quand nous regardons dans notre société aujourd'hui, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. En fait, dans chaque chose de la vie, il y a plusieurs chemins. Malheureusement, il y a des chemins qui sont plus mis en valeur que d'autres. L'une des manières de rentabiliser son talent, l'une des manières les plus simples que tout le monde connaît, c'est de trouver un job. Tu apprends un truc, tu sais faire un truc, tu trouves une entreprise qui a besoin de toi, qui va t'engager. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas la seule manière. Il y a d'autres manières, justement, qui sont le commerce. Le commerce, c'est de vendre des produits de je dirais, de petite valeur et de ne gagner qu'une petite marge sur ces produits-là. Donc, nous avons énormément de commerçants, énormément d'employés. Mais nous avons très peu d'entrepreneurs.
Et en fait, aujourd'hui, lorsque tu décides, par exemple, de monétiser ton talent, ta passion, tu dois devenir un entrepreneur. Et devenir un Totalement. entrepreneur, c'est tout simple. C'est de créer des expériences attractives autour du besoin que tu résous. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas faire cela. Ils pensent qu'il suffit juste d'aller sur la place publique et de dire, je sais faire ça. Et c'est tout. En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de nos moments à Dantokba ou à Djamé. Mais il Bien y a sûr. aussi quelque chose que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre plus grande force est également notre plus grande faiblesse. Nous avons Internet qui nous permet justement d'avoir accès à des outils de monétisation, de rentabilisation, de communication, mais qui nous expose de facto à une concurrence très rude. Et donc, cette concurrence très rude-là signifie qu'il y a des gens qui savent faire la même chose que toi et qui savent mieux le faire que toi. Donc, ton talent n'est plus l'élément de différenciation. L'élément de différenciation devient ta personne. Et c'est pour ça Oui. qu'on parle de passion économie. Et la passion économie étant cette économie dans laquelle l'individu est au centre de la transaction. C'est-à-dire que l'élément différenciateur ne devient plus ton talent, mais devient la manière dont tu fais les choses et ce que tu apportes dans la manière dont tu fais les choses. Donc, les talents doivent non seulement apprendre à gagner de l'argent, mais ils doivent aussi apprendre à communiquer une valeur différenciante. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Je te prends un exemple de quelqu'un qui va dire, OK, moi j'aime faire des gâteaux, donc je vais faire des gâteaux et je vais mettre sur Instagram et je vais vendre. Et quand tu vas regarder la page, le gâteau ça n'a pas l'air joli, la photo est sombre, il a jeté la photo sur un post sans caption, il n'est pas constant, il ne sait pas comment créer un contenu attractif. Quand les clients viennent vers lui, il a un prix moins cher parce qu'il se dit, OK, si c'est moins cher, ils vont venir. Mais justement, ils ne viennent même pas. Ou bien s'ils viennent et ils sont nombreux, tu n'arrives pas à gérer, les gens ne sont pas contents. Donc, tu le vois également dans le comportement de nos menuisiers ou de nos couturières. Bien C'est-à-dire que sûr. les gens Les ne artisans. savent juste pas gérer des business. C'est vraiment le plus grand problème que nous avons au niveau des commerces, au niveau des sociétés, au niveau des personnes. C'est le même problème qui se retrouve partout. Tu confies ton habit de Noël ou bien de fin d'année à ta couturière. Si jamais tu l'as pour la fin d'année, vraiment chapeau. Tu fais partie des miraculés de cette terre. Parce que la couturière, elle va prendre tellement de commandes, elle ne saura pas gérer, qu'elle va confier le travail à des apprentis qui vont bâcler ça. Elle va avoir des problèmes de ce côté-là. Elle ne sait pas fixer ses prix, donc elle va vouloir tout le temps gagner à travers le volume, mais le volume est trop grand pour son travail. Elle ne sait pas investir dans son... Donc, tellement de problèmes structurels qui viennent du simple fait que les gens n'ont pas cette connaissance très simple de voici ce que tu dois faire pour pouvoir bien gérer ton business. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça que nous essayons d'apprendre aux gens. Et nous essayons de l'apprendre en connectant la première proposition de valeur de Irao avec justement de l'éducation. Donc, cela signifie concrètement qu'on va aller collaborer avec ceux qui y sont arrivés, ceux qui ont une expertise reconnue dans le domaine, pour créer avec ces personnes-là des programmes éducatifs 100% pratiques par lesquels les gens peuvent apprendre justement comment atteindre un résultat similaire ou beaucoup plus. Donc, voilà un peu comment nous essayons de résoudre ce problème-là. Mais nous avons une cible vraiment précise. Et cette cible-là, évidemment, ce ne sont pas les moments de Dantokpa pour le moment. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair qu'on a des choses à apprendre d'elle, mais il y a tout un aspect de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et tout ça, ça s'apprend aujourd'hui avec le digital. Malheureusement, moi, je constate que beaucoup de gens sont préoccupés par autre chose sur Internet et que Internet, ça apporte beaucoup de valeur. Moi, je dis toujours, c'est l'école à ciel ouvert, en fait. Si tu veux vraiment apprendre des choses, tu peux aller très, très loin sur Internet, très, très loin. On arrive à la fin de l'interview parce que je t'ai pris pas mal de temps là. Euh, j'ai envie de te demander de classer des mots par importance. Je vais te citer quelques mots et tu vas les classer par importance, par priorité. Qu'est-ce que tu vois en premier entre amour, argent, Afrique, famille, bonheur et épanouissement? Alors, c'est très difficile pour moi de classer parce que je vois que c'est un mot et d'autres peuvent être Oui, tu unifiés. peux les relier, hein, tu peux les OK. unifier. Donc, tu as dit amour, Ah, épanouissement, Afrique, famille. Amour, épanouissement, Afrique, Afrique, famille. famille, argent.
argent. OK. Donc, de l'épanouissement naît le bonheur. OK. Le bonheur est essentiel à la famille. C'est très important d'être heureux soi-même avant de créer une famille ou même d'être heureux justement dans les rapports avec sa famille et pour prendre en charge sa famille. Donc, c'est vraiment important. Après la famille, je dirais l'argent parce que c'est essentiel pour acheter les choses du bonheur, pouvoir aider sa famille, pouvoir aimer aussi sa famille et s'aimer soi-même. C'est comme ça, c'est le monde. Ensuite, après l'argent, l'Afrique, parce qu'il nous faut de l'argent pour investir en Afrique, il nous faut des capitaux, il faut C'est des clair. gens qui savent faire l'argent, il nous faut des gens qui portent l'Afrique dans le cœur pour utiliser cet argent à bon escient. Je suis d'accord. Et enfin, le dernier mot, c'est fini, je pense. C'était fini? Ouais. C'était fini. Tu as tout utilisé. Amour, argent, Afrique, famille, bonheur, épanouissement. C'était bon. Vu que Ok. tu as lié bonheur et épanouissement. Oui, épanouissement, bonheur, famille, argent et Afrique. Amour aussi. Ah, l'amour, j'ai oublié ça, j'oublie toujours. L'amour, en fait, je pense que c'est la chose qui est par-dessus tout. Enfin, c'est la Ok. résultante, en fait, parce que tous ces mots-là comportent une part d'amour, c'est-à-dire l'épanouissement, c'est l'amour des moments, du moment présent. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des choses qu'on fait. Le bonheur, évidemment, sans l'amour, le bonheur n'existe pas. Sans l'amour, la famille n'existe pas. Sans l'amour, l'argent n'existe pas parce que tu peux aimer l'argent comme tu peux justement aimer ce qui te donne l'argent. C'est comme C'est clair, c'est clair. Et l'Afrique, parce que justement, on ne peut pas faire les choses pour l'Afrique sans qu'on aime l'Afrique. C'est clair. Là, c'est la dernière partie de l'interview. C'est un peu un concept free flow. Je te donne des mots comme ça et tu dis ce qui te vient par la tête quand tu entends ça. On va commencer par créativité. Je suis très mauvaise à ce jeu. Je suis vraiment très mauvaise parce que tu me dis un mot, j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête, je ne sais pas lequel choisir. Créativité, talent. Ok. Féminisme. Normalité. Très bien. Un peu échelon. Irao. Talent africain. Irao. Internet. J'ai pas entendu. Internet. Internet. Succès. Les rêves. Réalisation. Oh, super, super. Merci beaucoup, Mylène, pour ce temps que tu m'as accordé. Enfin, c'est tellement riche. Je n'ai même pas vu le temps passer. Je voulais encore, je me suis dit, non, je lui ai pris déjà trop de temps. Non, vas-y, on a encore 10 minutes. Vas-y. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait entreprendre en Afrique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ne cherche pas à entreprendre. Ok. Je pense que c'est un conseil plutôt contre-intuitif. Pour moi, l'entrepreneuriat, comme je t'ai dit, c'est l'une des manières de faire. Tu Oui, vois? bien sûr, Donc, totalement. il faut pouvoir trouver la manière qui correspond à ce que tu as envie de réaliser. Pas juste dire aux gens, va entreprendre pour le fait d'entreprendre. Donc, si par exemple, cette personne estime dans la réalisation de ses objectifs ou de ses rêves que le fait de trouver un emploi est la meilleure manière de faire, qu'il y aille. Si cette personne estime plutôt que c'est le fait de lancer une entreprise, qu'elle le fasse. Ou encore si c'est le fait d'être en indépendant, ou encore, je dirais juste, ne pas travailler. Vas-y. Maintenant, si la personne décide d'entreprendre, déjà, il faut savoir une chose, c'est que ça prend plus de temps qu'on ne le croit. Il y a ce qu'on appelle les outliers. Les outliers, ce sont les exceptions, en quelque sorte. Donc, très souvent, les exceptions sont très médiatisées. Oui. La norme ne l'est pas assez. La norme, c'est qu'il vous faut entre 3 ans et 10 ans pour réaliser quelque chose en fonction de la taille de la chose. Si tu décides, par exemple, de vendre des produits que les gens consomment très rapidement, ton succès peut prendre moins de temps que celui qui décide de lancer quelque chose de plus grand, de lancer une start-up, des trucs comme ça, en fait. Donc, les circonstances changent vraiment la donne. Donc, il ne faut pas juste aller entreprendre en se disant, OK, bon, je suis prêt, ça va donner, je vais percer. OK, cool. Est-ce que tu as le dos pour supporter? Et c'est pour ça que je parle beaucoup de patience. Patience envers soi-même,
parce que quelque part, le processus demande que tu sois frustré. C'est ça. Il faut que tu sois frustré pour améliorer ce que tu fais. Tu ne peux pas aller dans le game en te disant « je suis le meilleur ». Tu vas dans le game, tu penses que tu es le meilleur et tu te fais déglinguer. Et c'est de là que vient le progrès. Donc, les gens doivent être prêts à se casser la gueule. Et quand ils se cassent la gueule, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ça signifie tout simplement que tu as encore des choses à apprendre. Et quand tu vas résoudre ça, quand tu vas résoudre les différents défis qui vont se présenter à toi, tu commenceras à voir les résultats. Et la patience aussi parce que faut pas essayer 2 mois, 3 mois, se dire « Ah, ça n'a pas marché, je laisse tomber ». Bien sûr. Des gens comme Maureen, que je prends souvent en exemple, des gens comme Maureen ont passé 5 ans à construire la communauté avant de lancer leur business. Les gens pensent qu'elle s'est juste lancée, elle a créé son business. Elle a passé 5 ans à nourrir sans même un franc CFA, un groupe Facebook, J'aime le pain de chez moi. J'aime le pain de chez moi, oui. Avant de lancer sa marque. Donc, elle a construit sa distribution d'abord avant d'avoir son business. Si toi, tu n'as pas de distribution, ça signifie quoi la distribution? Ça signifie que tu as déjà une audience, une communauté qui est prête à t'écouter quand tu auras quelque chose à vendre. Donc, quand tu n'as pas encore ça, ça veut dire que non seulement tu dois créer le produit, ensuite que tu dois trouver cette audience-là, et enfin que tu dois apprendre à vendre à cette audience. Donc, ça fait 3 choses. Donc, certaines personnes commencent avec les 3 en même temps. D'autres personnes prennent le temps de construire l'un ou de construire l'autre. Donc, chacun a son propre chemin. Si tu trouves ton chemin, avance. Ensuite, un autre truc à dire par rapport à ça, c'est que à vouloir faire comme les autres, on finit par ne rien accomplir. Et ça, c'est vraiment le plus grand conseil que je puisse donner à quelqu'un dans l'entrepreneuriat qui va se lancer en se disant « Ah, mais ils ont dit que ça marche, en fait. Donc, je le fais. » C'est un peu le comportement, excuse-moi le terme, le comportement des petits vendeurs à la sauvette. Oui. C'est-à-dire que tout le monde connaît ce comportement. Tu vois dans ton quartier quelqu'un qui commence à vendre du atassi. Et tu t'y mets. Voilà, et tout le monde s'y met. Tout le monde commence à vendre du atassi. Parce que les gens ne savent juste pas comment gagner de l'argent, comment proposer de la plus-value. Donc, si tu te lances dans un domaine entrepreneurial parce qu'on t'a dit que ça marche, j'espère que tu as les reins solides. Parce que le moment où ça ne marche pas, tu peux perdre tout ton argent, tu peux perdre toute ta motivation. Donc, il faut identifier d'abord ce qui nous permettra de supporter les difficultés, identifier ce qui permet de gagner de l'argent. Parce que quand je parlais beaucoup de rentabilisation, j'oubliais de dire que la forme de ton talent, la forme initiale de ton talent, n'est pas la forme finale de ton business. C'est clair. Il faut que tu puisses proposer ce que tu sais faire dans un packaging auquel les gens vont relate. Dans le sens où, si par exemple ton talent, comme je le dis, c'est de savoir organiser les idées et que tu veux monétiser ce talent-là, tu trouves la forme. Cela peut être, OK, je propose des services d'écriture aux gens. Ça peut être que tu proposes des services de PowerPoint aux gens. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ce soit quelque chose que les gens puissent comprendre. S'ils ne le comprennent pas, ils ne vont pas acheter. Donc, c'est ça, en fait. Il faut vraiment savoir la forme dans laquelle on veut se lancer. Et enfin, avoir le capital pour se lancer. Mais par rapport à ça, nous sommes dans une culture attentiste où on croit énormément au Messie. C'est-à-dire que nous croyons toujours qu'il y a un mentor, un parrain, un parent, quelqu'un qui... Derrière tout succès. C'est ça, quelqu'un qui a les clés du game et qui va juste nous donner ses clés, c'est fini. Oui. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, beaucoup de gens sont dans l'attente d'un investisseur, etc. Donc, avoir du capital ne signifie pas juste avoir de l'argent. Ça signifie avoir de la ressource. Ça signifie commencer avec ce qu'on a. Et donc, c'est ça, en fait. Les gens doivent apprendre à commencer avec ce qu'ils ont. Et en fonction, ils vont monter, aller upper echelon, comme on dit. Et quand ils auront justement les moyens de tel niveau, ils pourront justement aller vers ce niveau-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Super, super. C'est très, très bien résumé, cette partie-là. Petite anecdote, là, quand tu parles de les gens, quand ils copient un peu les vendeurs à la sauvette. Moi, ma mère, par exemple, elle vend du atassi au Bénin et pendant des années, elle a bâti sa communauté, les gens qui sont autour d'elle et tout, à Calavi. Et des années sont passées, on a vu une dame s'installer juste à côté pour vendre autre chose. Donc, elle s'est dit, si cette dame, elle attire du monde, bah, moi, je vais profiter des gens qui ne veulent pas manger ça et qui vont vendre autre chose. Et 1 an après, la dame a fermé, tu vois. Et
c'est ça, en fait. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est chez elle que ça marche dans cette rue. C'est parce qu'elle connaît tellement de gens, qu'elle a fait tellement de marches avec tellement de personnes que bah, les gens sont habitués à elle. C'est un service différent. Des jours, quand elle n'est pas là, il y a des gens qui passent et qui disent, oui, quand est-ce que maman sera là pour que je vienne acheter? Parce que c'est sa façon à elle de leur vendre la chose, tu vois. Donc, il ne faut pas effectivement se baser sur est-ce que ça marche sur l'autre pour se lancer. Il faut voir ce que toi, tu peux apporter réellement et ce que toi, tu peux construire autour de ta société. En tout cas, merci beaucoup, Mylène. Merci pour ton temps. Et si tu peux nous dire des choses sur Irao, sur comment joindre Irao aujourd'hui sur les différentes plateformes, comment ce que vous proposez aujourd'hui, parce que j'ai vu, il y a plein de choses, il y a des bootcamps, il y a plein de produits numériques très intéressants. Moi, j'ai pris celui sur la création de contenu, c'est ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, c'est très, très bien que tu aies une plateforme qui forme les jeunes. Et d'ailleurs, je trouve que pour les tarifs que tu fais, le contenu est très riche, très, très riche, parce qu'il y a des gens qui proposent la même chose, mais beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Donc, si tu peux nous parler de ça pour sortir d'interview. Alors déjà, faudrait que tu me donnes le contact de la tassie de ta maman, si elle en vend toujours. Si elle en vend toujours, elle a qu'à la vie, oui. Super, donc comme ça, je vais tester son Atassi et tout. Alors déjà, pour Irao, un seul lien, il faut aller sur Irao Talents, donc talent avec s.com, pour déjà rejoindre la liste d'attente. Comme je t'ai dit, nous sommes en train de faire le lancement, ça va bien venir très bientôt. On a collaboré avec des talents comme Maureen Haïté, comme Paola Audrey, comme Suspect 95 et comme d'autres personnes du domaine de la musique pensent le plus haut. Et j'ai vraiment hâte de lancer ça parce que déjà, la plateforme, elle est en bêta test pour le moment, mais on a des milliers d'utilisateurs. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui marche et qui aide vraiment les gens. Et donc, j'imagine quand on va lancer et qu'il y aura plus de personnes dessus, incroyable. Donc, on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas encore en Afrique. Quelque chose qui va aider les gens qui veulent lancer leur business, qui veulent gagner en expérience, gagner en compétences, gagner de l'argent, qui veulent également accélérer leur carrière professionnelle. Parce qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais on s'adresse également avec certains programmes à ceux qui n'ont pas vraiment envie de lancer leur business, mais qui ont juste envie de devenir plus performants dans leur travail au boulot. Donc, j'invite les personnes qui vont écouter ce podcast à aller sur le site, à s'inscrire dans la newsletter, à parcourir le site, parce que comme tu l'as dit, nous avons plusieurs programmes. On a le bootcamp de la passion pour ceux qui veulent rentabiliser leur passion et qui ne savent pas encore comment faire. Le bootcamp de la gloire, qui s'appelle comme ça pour ceux qui veulent justement atteindre la gloire, donc la visibilité, se faire connaître, devenir une référence. Le bootcamp de la vente pour ceux qui veulent apprendre à vendre, parce que comme on l'a vu tout le long de ce podcast, c'est vraiment, vraiment important. Et enfin, on a le camp de création, justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas créer du contenu et qui ne savent pas être intéressants. Donc, il y a énormément de programmes qui existent pour le moment et qui sont propulsés par Irao. Mais dès que la plateforme sera lancée, les gens pourront apprendre des programmes des meilleurs talents de l'Afrique. Donc, c'est ça que nous essayons de faire. Et comme tu l'as dit, nous proposons ces tarifs parce qu'on sait que sur le marché, il y a beaucoup de gens qui vont vendre ça très, très cher, mais qui ne vont pas toujours apporter ce care, cette attention-là aux gens. Donc, nous, on va proposer ces prix accessibles là, parce qu'on sait que beaucoup de gens n'ont pas forcément 1 million pour se lancer. Donc, on veut faciliter la croissance des gens et on veut la faciliter à travers des prix très compétitifs. Maintenant, ça dépend des gens. Parce qu'au final, moi, je le dis tout le temps et je sais que ce n'est pas forcément le truc le plus business qu'il faut dire. Mais au final, on aura beau te donner le nombre, la quantité d'essence que tu veux dans ta voiture. D'ailleurs, on a beaucoup de pénuries en ce moment. Il te revient de démarrer la voiture. C'est clair. Donc, les gens ne doivent pas penser que le fait d'acquérir des connaissances ou d'apprendre à faire quelque chose est un remplacement de l'action. C'est pour ça que nous, notre méthode, par exemple, sur Irao, est centralisée sur l'action. C'est clair. Sur certaines plateformes éducatives, l'objectif est de te dire, OK, tu consommes le contenu, tu fais un quiz en mode, OK, c'est vrai ou c'est faux. Non, nous, c'est que tu travailles directement sur ton business. Tu es mesuré par rapport aux résultats que tu as sur ton entreprise ou sur ton projet. Donc, c'est vraiment très important pour les gens de comprendre notre différenciation. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire le travail
Il y a des gens qui pensent que les autres vont faire le travail à leur place. Je ne pense pas que leur place soit sur Irao. C'est clair. Irao est fait pour les personnes talentueuses, ambitieuses, qui ont envie de passer au niveau supérieur. Et donc, s'il y a des gens qui répondent à cette envie-là, s'il y a des gens qui ont des rêves et qui ont envie de les réaliser, alors venez nous voir. Super.